Bien, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ou vous préférez qu'on prenne un micro? Là, c'est mieux? Parfait. Voilà, donc moi je vais vous parler de ça. En fait, j'ai raccourci le titre parce qu'il était un peu long en effet. Et je propose de vous parler de la terre à la mer, la biodiversité des écosystèmes côtiers face au changement global. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais dit un peu plus succinctement. Voilà. Alors quelques définitions. La biodiversité, c'est quoi? Alors la biodiversité, ça représente l'ensemble des composantes du vivant, hors du gène, puisque chacun d'entre nous avons une forte diversité génétique. Chaque animal porte une diversité génétique, mais il faut savoir que malgré ces différences, eh bien, on a énormément de gènes en commun entre tous les organismes vivants de la planète. Donc ce qui fait une différence entre espèces porte sur quelques pourcents du génome au total. Malgré tout, cette diversité génétique, elle est très importante à prendre en considération dans le vivant, puisque c'est ce qui génère par exemple les traits de vie. Alors les traits de vie, c'est quoi? C'est par exemple pour les animaux l'âge à la reproduction, la croissance, la taille, l'âge limite, l'âge maximum, etc. Donc tout ça, ce sont des traits de vie qui sont déterminés par l'environnement et par les gènes. Alors, je vais un petit peu plus loin, parmi les traits de vie, il y a les cultures. Des cultures qu'on attribue souvent aux animaux, aux humains, pardon, mais qui concernent aussi les animaux. Des animaux d'une région donnée ne vont pas avoir exactement la même façon de se comporter que la même espèce, les animaux de la même espèce d'une autre région. Si par exemple, vous connaissez le chant des pinsons, alors ça va vous faire rire, mais les pinsons du Sud ont un accent qui n'est pas le même que celui des pinsons du Nord. Et c'est une réalité qui est intéressante pour nous autres, les scientifiques, parce que quand on parle trop pinsons du Sud, les pinsons du Nord, ils ne les reconnaissent même pas. Donc du coup, ils ne se reproduisent pas ensemble. Donc ça peut avoir un effet sur l'isolement génétique. Alors de là, des cultures aux populations, les populations, c'est un ensemble d'individus qui appartiennent à un groupe donné et qui ont peu d'échanges avec les voisins des autres populations. Ensuite, il y a l'espèce, que vous connaissez tous, la diversité spécifique dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a une extinction massive des espèces à l'échelle de la planète. Mais il y a également une extinction très importante qui est celle du nombre d'animaux, du nombre de plantes. Souvent, on cantonne cette réduction, cette érosion de la biodiversité à celle du nombre d'espèces, mais c'est également, sans parler de disparition d'espèces, c'est une régression massive du nombre d'organismes vivants, autres qu'humains, à la surface de la Terre. Alors, la biodiversité s'exprime également à l'échelle des écosystèmes, des habitats et des différentes sociétés humaines en particulier. Tout ça, c'est de la biodiversité dont on tient compte quand on veut gérer, conserver ce patrimoine important. Donc, des écosystèmes, c'est quoi un écosystème? C'est un espace où vivent un ensemble d'individus appartenant à des espèces différentes. C'est très scolaire ce que je vous dis, mais comme c'est dans le titre, je voulais un petit peu vous expliquer ça. Et ce qui caractérise un écosystème, c'est sa diversité biologique, mais c'est aussi les interactions qu'il y a entre les espèces. Alors par exemple, un champ de laminaires, donc ces algues dont je vais vous parler tout à l'heure, sont caractérisées par des espèces, les laminaires, et ces laminaires vont produire de la biomasse, c'est-à-dire de la masse d'origine végétale, qui, à son tour, va servir d'alimentation pour de très nombreuses espèces. Donc c'est ces interactions qui forment l'écosystème particulier. Alors le changement global, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des changements générés par les sociétés, par les activités humaines. C'est ce qu'on entend par changement global, ce qui différencie, ce qui est différent des périodes glaciaires, interglaciaires, qui elles sont naturelles et liées simplement au cycle cosmique. Donc le changement global est clairement une conséquence de l'activité humaine, et ça se décline par le réchauffement climatique, ça se décline également par l'élévation du niveau des mers. On peut aussi considérer que l'enrichissement, ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire l'enrichissement des eaux
par les nutriments, c'est une conséquence du changement global. Et puis tout ce qui est pollution des eaux, pollution de l'atmosphère, c'est aussi un effet du changement global. Voilà. Donc, juste une petite... Alors, ça se décline, vous voyez, par exemple, simplement par ici, une opération de pêche à pied, l'extraction de granulats, les énergies marines renouvelables, pour donner quelques exemples, mais je ne vais pas faire une liste parce qu'elle serait très très longue. Et puis, évidemment, tout cela s'intercale, en quelque sorte, la réponse, une des réponses que la société apporte pour faire face au changement global, eh bien, c'est de protéger des aires. En mer, on appelle ça des aires marines protégées, mais il y a toute une série d'autres dispositifs de protection, par exemple un parc naturel régional. Alors la Manche. La Manche, c'est intéressant parce que c'est un carrefour biogéographique. On est entre le nord, entre les provinces nord, la province nord, et la province sud, qu'on appelle la province lusitanienne. Donc ici, on a un carrefour biogéographique avec une influence de la biodiversité qui vient du nord et une influence de la biodiversité qui vient du sud. Alors ça, à chaque fois qu'on a un système d'interface, eh bien, on a une énorme biodiversité qui s'installe, plus forte que quand on est en plein dans une aire biogéographique donnée. Là, on a l'interface. Ça, c'est pas la limite des deux, c'est la limite de l'Angleterre et de la France, il ne faut pas confondre. Mais en gros, le fait qu'on soit à cette interface, eh bien, ça justifie la création de très nombreuses aires marines protégées que vous voyez ici, qui sont dispersées sur les côtes de la France. Alors c'est à la fois une conséquence de cette diversité importante, mais c'est aussi une conséquence de l'engagement de la France de protéger 10% de ces surfaces marines d'une manière ou d'une autre. Alors ce qui est en rouge, ce sont les aires marines protégées qui ont un document d'objectif en préparation. C'est-à-dire que pour le moment, ça, ce sont des enveloppes, mais on est en train de réfléchir à ce qu'on va mettre en place. Ce qui est en vert, ce sont des aires marines protégées avec un plan de gestion, donc on sait ce qu'on va y faire. Et ce qui est en bleu, ce sont des aires marines protégées, où le plan de gestion n'est même pas encore à l'étude. Donc vous voyez qu'ici, on est encadré, la côte d'Émeraude, on est encadré par 2 aires marines protégées qui, pour le moment, n'ont pas de plan de gestion. Alors, le golfe normand-breton, on est un petit peu en train de resserrer, donc on est dans l'ouest de la Manche. Et ce que vous voyez sur cette carte, eh bien, ce sont des habitats qui se caractérisent par la granulométrie. Plus c'est foncé, plus c'est de la roche. Plus c'est jaune, et même bleu et vert, et plus c'est du sédiment fin. Et ce que vous pouvez voir sur cette diapo, c'est qu'en fait, il y a une très très grande diversité de ces habitats qui sont souvent présents sur des espaces très restreints, notamment sur la côte d'Émeraude. Vous voyez, ici, on a du jaune, donc c'est des fonds sableux. On a ici du rose, c'est des fonds sablo-vaseux. Le vert, c'est plutôt des fonds avec de la vase fine. Et puis, vous voyez qu'il y a donc tout ce jeu de couleurs qui est plus foncé, qui indique des systèmes rocheux. Donc la côte d'Émeraude, contrairement à la baie de Saint-Brieuc et à la baie du Mont-Saint-Michel, se caractérise par des habitats rocheux dans lesquels s'insèrent des habitats sableux. Alors ça, c'est la première chose, cette diversité d'habitats. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un marnage record. Alors bon, à un moment, on disait qu'on était les plus forts au monde, qu'on avait le plus grand marnage du monde, surtout ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Puis en fait, on se rend compte que la Séverne, en Angleterre, est un petit peu au-dessus, et puis surtout la baie de Fundy est un peu au-dessus. Il n'en reste pas moins que sur la côte d'Émeraude, on a un marnage qui va jusqu'à 15 mètres. 15 mètres, c'est-à-dire la différence entre la marée haute et la marée basse. On a eu quelques exemples ces derniers temps. Et bien ça crée quelque chose de très particulier, parce que fort marnage associé à une faible profondeur, c'est une autre caractéristique, on est dans des fonds peu profonds, de moins de 30 mètres en général, eh bien, ça génère une diversité biologique très importante. Autre chose, c'est que dans ce secteur, eh bien, on a des eaux qui se réchauffent plus en été qu'à l'ouest de la Manche et qui se refroidissent plus en hiver qu'à l'ouest de la Manche. Donc il y a une amplitude thermique qui est très forte ici, ce qui fait qu'on peut accueillir à la fois des espèces d'affinité chaude et des espèces d'affinité froide. Ce qui confirme un petit peu ce mélange d'espèces provenant des deux provinces
lusitanienne et arctique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, sur la côte d'Émeraude, eh bien, on est dans une région qui est importante. Alors, j'aime pas le terme de territoire quand on parle de la mer, donc c'est un méritoire. Alors, la mer, ça se mérite, c'est sûr, mais le jeu de mots est fort comment dirais-je, en symbole. Vous pouvez y réfléchir, et je n'en dis pas plus, mais comme la mer se mérite, comme c'est un méritoire, eh bien, on a des enjeux de conservation très fortes. Alors, je vous ai déjà dit des particularités de ces écosystèmes, j'y reviens pas, mais on a aussi des usages et des pressions. Le nautisme, plaisance et commerciale, la pêche, amateur et professionnel, notamment avec des arts traînants, la conchiliculture, les énergies, j'arrive pas à le dire parce que je sais que c'est un gros mot presque ici, les énergies marines renouvelables avec évidemment le parc éolien qui se dessine ici, mais la plus ancienne des énergies marines renouvelables, c'est l'usine marémotrice de la Rance, qui est une des premières au monde. C'est la seule usine marémotrice, enfin il y en a une autre maintenant, mais ça a été longtemps la seule, donc c'est la première énergie marine renouvelable d'Europe en fait, qui est installée ici. Et puis on a un contexte agricole qui est très fort, avec aussi une problématique d'eau usée par les effluents urbains. Alors, je parle sous contrôle d'Yves Morvan, mais on dit que dans la région, on va avoir une démographie d'accroissement, donc un accroissement de 17% de la population d'ici à 2040. Ce qui est beaucoup plus que le reste du territoire national. Et du coup, ça va poser aussi des enjeux de conservation très forts, puisque chaque personne qui vient sur ce territoire, eh bien, il vient, pourquoi? Pour la beauté de ses paysages, pour l'art de vivre, pour la mer et sa biodiversité. Donc, il va falloir faire en sorte que cette attractivité ne se transforme pas en piège, en quelque sorte. C'est un enjeu très fort. Alors, justement, pour répondre à ça, on a ces zones Natura 2000, dont je vous parlais, donc c'est les aires marines protégées, qui sont nombreuses. Alors, j'ai oublié de dire, toutes les zones en rouge ici, ce sont des zones de mouillage et d'équipement léger. C'est une problématique également très forte. L'adjoint au maire en a parlé tout de suite. C'est une problématique parce qu'à la fois c'est un enjeu d'attractivité, mais c'est aussi, on va le voir, un enjeu d'impact. Alors tout ce qui est en violet, ce sont c'est ce qu'on appelle le cadastre conchilicole, donc avec des zones de mytiliculture, de conchiliculture de manière générale, très bien développées sur le secteur. Alors, comment ça marche un écosystème côtier? En fait, comme on est à l'interface entre la terre et la mer, eh bien, on va recevoir des nutriments, c'est-à-dire de l'azote et du phosphate qui vient du continent, et de l'eau douce. On va aussi recevoir les apports de l'océan, qui apportent d'autres types d'éléments minéraux. Comme je vous le disais, faible profondeur, donc on a de l'énergie lumineuse qui permet de faire de la photosynthèse. Et puis, on a un socle géologique très varié, comme je vous l'ai montré. Et tout ça, eh bien, ça permet une très forte production primaire. Alors, production primaire, c'est la production de végétaux, j'y reviendrai, une diversité d'habitats physiques, ce qui génère une très forte diversité biologique. Alors, on va plonger. Là, on est. Alors, je vous épargne les estrans, que vous connaissez tous. Et puis, moins nombreux sont ceux qui connaissent ce qui se passe sous le niveau de la mer. Là, on est à peu près au zéro des cartes et nous sommes dans une forêt de laminaires. On dit que c'est une forêt, pas parce que les arbres ils sont nombreux, mais parce qu'on a plusieurs strates. Donc on a la strate arborescente en quelque sorte, c'est celle qui est la plus haute. Les laminaires, ça fait quand même jusqu'à 2,50 m, 3 m de haut. Et puis on a une sous-strate avec des végétaux et des organismes fixés. Et les laminaires représentent à peu près 10 à 15 espèces qui sont très productives. Dans ces forêts de laminaires, on produit plus d'énergie, plus de biomasse, donc plus de masse végétale, qu'un champ de blé ou qu'un champ de maïs ou qu'une forêt tropicale. Et quand je dis plus, c'est 4 fois plus qu'un champ de maïs. Donc c'est absolument énorme. Mais ce qui est très curieux, c'est que, vous voyez ce qu'on appelle les feuilles des laminaires, on appelle ça des frondes, eh bien, elles ne sont pas consommées. Aucun organisme, pratiquement, ne les broute. Alors ça, c'est intéressant pour la biotechnologie,
Est-ce qu'on peut se dire, mais pourquoi? Quel est donc ce secret de la binaire? Quel est le produit? Quelle est la molécule qu'elle fabrique pour que personne n'ait envie de les brouter? Pourtant, c'est très riche en glucides, un peu moins en lipides. Alors, donc, sur le plan strictement nutritif, eh bien, ça a une valeur. C'est tout ce que j'en dirais pour le moment. Et puis, un peu plus bas, les laminaires disparaissent, il n'y a plus assez de lumière, et on fait place aux algues rouges. Alors là, dans ce qu'on appelle des prairies d'algues rouges, la hauteur c'est à peu près 15-20 cm, eh bien, on peut avoir jusqu'à 500 espèces. Rien que sur cette photo, eh bien, je crois, je ne me souviens plus, on a déjà compté, mais j'ai à peu près 15 espèces d'algues rouges différentes. À l'échelle de la... Ça, c'est moi qui sonne. À l'échelle de la Bretagne Nord, à l'échelle de la Bretagne Nord, comme je vous disais, on a à peu près... il m'a entendu. On a à peu près donc 500 espèces, et la plupart de ces espèces, eh bien, encore une fois, ne sont pas broutées, ne sont pas consommées, sauf par leur goût, et puis quelques organismes un peu moins connus. Mais globalement, tout ça, c'est protégé par un secret professionnel qui est celui de la fabrication de molécules. On descend, il n'y a plus assez de lumière pour les algues rouges, et puis là, par contre, ça c'est ici, c'est sous le Cap Fréhel, on a une luxuriance de couleurs. Souvent on dit que la Manche c'est moche pour les plongeurs, mais regardez, des éponges dressées, des mirabelles de mer, une gorgone, etc. Et sur cette photo, on a à peu près, en dehors des algues rouges, hein, elles sont quand même là, mais très rases, eh bien, on a à peu près une vingtaine d'espèces identifiées sur la photo. Alors là, c'est autre chose, c'est que, en termes de biodiversité, on a à peu près 1000 espèces d'organismes benthiques. Alors, benthiques, c'est-à-dire qui vivent posés sur le fond rocheux, en Bretagne. 1000 espèces, et probablement plus. Alors, évidemment, ces habitats abritent des homards qui dépendent plus ou moins directement de tout ce qui est produit par toute cette végétation, toutes ces plantes, des poissons, environ 250 espèces de poissons en Bretagne pour 1000 espèces en France en tout. Et puis là, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les macroalgues, et puis on remonte en surface, et puis d'un seul coup je vous montre ça, ce qu'on appelle en gros mots les phanérogames marines, c'est-à-dire que c'est des plantes à fleurs tout simplement, c'est les marais salés. Obione, vous connaissez tout ça pour vous être baladé sur le bord de la mer. Ça évidemment c'est pas chez nous, c'est pas en baie du Mont-Saint-Michel non plus, mais vous avez des très belles formations à Obione, dans l'Arguelon, un peu partout sur le littoral, au moment qu'on ait une côte sableuse. Alors là aussi c'est très productif, à peu près autant que les algues, plus que les forêts amazoniennes, etc. C'est très productif. Ça sert d'habitat essentiel à de nombreuses espèces qui sont exploitées, les bars au stade juvénile, les sols, les canards qui sont chassés, et puis des espèces protégées également, de nombreux oiseaux limicoles. Les phoques communs dépendent indirectement de ces marais salés. J'y reviendrai si on a le temps, mais si vous y mettez des moutons, comme en baie du Mont-Saint-Michel, eh bien on passe de 20 tonnes de matière sèche, 20-30 tonnes de matière sèche par hectare et par an, à moins de 5 tonnes par hectare et par an. Donc en gros, toute cette matière végétale, elle est avalée par les moutons, qui ensuite vont faire leur déjection dans les bergeries, puisque c'est rare que les moutons restent toute la nuit. Voilà, n'est-ce pas je confirme. Voilà. Alors, ça c'est une formation originelle, non impactée. Ici, on est au même endroit à peu près, sur l'estran, sauf qu'à la place de l'Obione, eh bien, on a du chien-dent maritime, et le chien-dent maritime, lui, il est favorisé par l'eutrophisation. C'est-à-dire que le chien-dent maritime devient résistant au sel, normalement il est cantonné en haut de l'estran, et quand il y a une forte production, enfin quand il y a une forte concentration en nitrate, il devient résistant au sel, et il remplace l'Obione. Sauf que là, cette matière végétale qui est produite, qui est très abondante aussi, elle n'est pas consommable, parce que quand elle se dégrade, elle produit beaucoup de lignine,
et les organismes ne parviennent pas à la consommer. Donc eutrophisation en marais salés égale production d'oceanants maritimes et puis rupture de ces fonctions essentielles dont je vous parlais tout à l'heure, notamment de nourrisserie pour les poissons. Les herbiers azostères sont également des zones très productives, c'est aussi des plantes à fleurs, très utiles. Par exemple ici vous avez l'herbier du prieuré. L'herbier du prieuré, quand on fait des pêches, on trouve des jeunes sèches qui mangent l'épinoche de mer qui est très fréquente dans ce type d'habitat. Alors là c'est un peu un trucage parce qu'on lui a foutu le poisson dans le bec pour que ça fasse joli. Mais néanmoins, je vous assure que c'est extrêmement productif, extrêmement utile. Si vous avez du bar dans votre assiette, c'est grâce à ce type d'habitat, aux marais salés et bien d'autres poissons aussi. Mais si vous avez, alors, en arrière-plan ici, vous voyez quand même beaucoup de bateaux. Forcément, la baie du Prieuré, c'est une zone de mouillage. Vous en avez ici aussi, hein, j'ai pris l'exemple du Prieuré, mais M. l'adjoint au maire a parlé de ces mouillages. Ben, voilà ce que ça donne au fond. Comme on est dans une zone de marnage, eh bien, ça fait qu'autour du mouillage, sur un rayon d'environ 15 mètres, il n'y a pas de végétation. Donc l'herbier est détruit. Donc c'est une interaction qui nous concerne tous, enfin tous les plaisanciers, d'occasion ou permanent, c'est-à-dire qu'on soit propriétaire ou simplement utilisateur, bah, quelque part, on peut être responsable de ça. Alors il y a des solutions, j'y reviens, je ne détaillerai pas, mais il est possible de faire mieux, ou moins pire. Voilà. Alors maintenant, un truc qui est un petit peu plus étonnant, c'est que quand vous considérez cet estran, donc sableux, vous vous dites c'est un désert. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ceux qui connaissent, ils savent qu'il y a des coques dedans, mais apparemment pas de végétation. Et pourtant, ce type d'habitat, entre l'intertidal, la surface marnante et puis le dessous, eh bien, rien qu'en baie du Mont-Saint-Michel, enfin dans le golfe normand-breton plus largement, on a 2500 espèces d'invertébrés. Bivalves, gastéropodes, vers marins, etc. 2500. Il y a un atlas qui vient de sortir, qui a été écrit par mes collègues, et l'auteur principal, c'est Patrick Lemeur. Alors, malgré tout, alors là on est sur de la vase, mais c'est un petit peu la même histoire sur les plages sableuses. Vous voyez ici sur la vase des trous. Chaque trou, c'est un ver marin. Vous voyez dans certaines zones du ver, et le ver, ce sont des algues microscopiques. Donc les plages, ce sont des prairies invisibles. Très important. Des prairies invisibles qui servent aux mulets. À marée basse, ici, vous avez des traces sur la vase, et chaque trace, c'est un mulet qui a gratté pour se nourrir de ce qui est à la surface de la vase. Et les mulets servent d'alimentation à de nombreuses espèces, dont les phoques qui sont dans l'Ardenon et ailleurs. Alors, les vasières intertidales sont le siège d'une production primaire, donc végétale, intense, à la base de tout un réseau trophique là aussi. La vase, c'est la vie pour le littoral. Voilà ce que ça donne, microscope électronique à balayage, un tapis discontinu de micro-organismes, ce sont des diatomées qui font un dizaine de millimètres de long à peu près. C'est magnifique, d'ailleurs vous voyez toutes les formes tout à fait particulières, c'est là aussi une biodiversité complètement extraordinaire. Alors, un autre habitat sableux, ce sont les dunes sous-marines. Vous avez une magnifique dune à l'ouest de Saint-Cad, la dune de l'Étendrée, une dune hydraulique donc. Pour y plonger, il faut s'accrocher pour l'étudier, parce qu'il n'y a pas tellement de marnage, là, c'est pendant une mission scientifique, et pour faire nos manips, on était obligé de s'accrocher au fond. Et c'est assez sportif, apparemment un désert, mais en réalité, eh bien, ces dunes sont très structurées par les courants, elles sont caractérisées